Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Face aux candidats. Comme vous le savez, le 15 et 22 mars prochain auront lieu les élections municipales. Et à cette occasion, nous vous proposons d'en savoir plus sur la liste d'abord Wascal et sur sa tête de liste Bruno Madeleine. Monsieur Madeleine, bonjour. Bonjour à tous. Alors Monsieur Madeleine, à quelques semaines du premier tour, nous allons vous questionner sur Wascal, sur votre vision, sur la politique que vous mènerez lorsque vous serez élu maire. Nous vous questionnerons sur votre parcours politique, mais surtout sur votre programme, et notamment sur les différents sujets, la sécurité, l'urbanisme, les associations, la jeunesse, l'emploi, le développement durable, des sujets qui préoccupent un bon nombre de Wascaliens. Alors déjà, première question, Monsieur Madeleine, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à cette émission et répondre à nos interrogations et aux interrogations des Wascaliens? Bien sûr, oui, merci d'ailleurs de me donner l'occasion de le faire. C'est toujours mieux de le faire en direct que sous forme de documents et de papier. Nous ferons évidemment des communications papier, mais c'est avec plaisir que je répondrai aux questions. Très bien. Donc, c'est parti pour la séquence face aux candidats. Alors pour commencer, et même si nous avons regardé avec attention votre minute portrait, qu'on peut voir via votre page Facebook et sur le site d'Abro-Wascal, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Wascaliens et nous en dire un peu plus sur vous? Bien sûr. Alors effectivement, comme je l'ai dit dans la minute portrait, j'ai 57 ans, je suis marié et nous avons 5 enfants et maintenant 2 petits-enfants. Sur un plan professionnel, donc, je suis dirigeant d'une petite entreprise dans le domaine de l'automobile qui est basée près d'Arras. Et j'ai une expérience dans l'automobile de quelques années, mais auparavant, j'ai exercé dans le domaine de la finance et je suis encore aujourd'hui enseignant en finance à l'Université catholique. C'est une activité donc, qui me tient à cœur, qui me permet de rester en relation avec les jeunes et avec les étudiants. Et sur le plan un peu plus personnel et associatif, j'ai participé à la création d'une école qui s'appelle l'école L'Accordé à Roubaix et qui essaye de jouer un rôle dans son quartier pour aider aussi les jeunes bien d'abord à avoir l'instruction nécessaire et ensuite à pouvoir trouver leur place dans la société. J'habite donc à Wascal depuis plus de 20 ans. Dans le quartier du Molinel, donc l'ouest de Wascal, près du magasin Carrefour. Et j'ai appris particulièrement ces dernières années, puisque je suis élu au conseil municipal depuis 2014 et depuis 2015 dans l'opposition, j'ai appris donc toute la diversité de Wascal en termes de quartier et toute la diversité en termes d'activité et de dynamisme. Donc c'est une ville qui effectivement me tient à cœur de ce point de vue. 20 ans, c'est quand même une tranche de vie qui marque. En ce qui concerne votre idéologie politique, de quel bord politique vous considérez-vous? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas évident de vous répondre si on cherche des repères en termes de partis politiques. Tout le monde s'accordera, je pense, à dire qu'aujourd'hui, la carte politique en France, pour ce qui concerne les partis, a été un peu bousculée. Et moi-même, qui pourtant suis les choses un petit peu, j'ai pas mal de mal à me situer et à me reconnaître, en tout cas, dans les partis politiques. Les partis politiques n'étant pas une notion abstraite, mais étant essentiellement des personnes, eh bien, il faut avoir des repères. Alors, je préférais vous dire 2-3... choses sur justement les idées, quelles sont les grandes idées en termes politiques qui me tiennent à cœur. Et j'en retiens 2 pour faire simple et rapide. La première, c'est que, et ça fait partie d'un des termes de notre devise nationale, je tiens particulièrement à la liberté. Et la liberté s'entend dans tous les domaines. Évidemment liberté individuelle, mais également liberté d'entreprendre, liberté de s'associer pour créer des associations,
liberté pour s'investir dans sa ville. Voilà. Je tiens beaucoup à ça et je pense qu'il faut jouer, quand on veut créer une dynamique, beaucoup là-dessus, que les gens se sentent libres pour s'investir. Après, pour une ville et pour une nation, pour un pays également, on va retrouver l'idée que la liberté, ça permet aux gens de s'exprimer, de faire des choses, mais il faut compléter ça par une autre dimension qui est la dimension du rôle de l'État au niveau national et du rôle de la ville au niveau local. C'est-à-dire que pour moi, la politique avec un grand P, ça a un sens et je pense que la ville, la municipalité en l'occurrence, doit pouvoir encadrer les libertés individuelles et fixer un certain nombre de directions, de manière notamment à ce qu'on garde une attention aux plus faibles, à ceux qui éventuellement sont en difficulté ou en tout cas qui n'ont pas eu au départ les mêmes chances ou les chances que d'autres peuvent avoir. Donc il y a la liberté et puis il y a à côté de ça le rôle de la ville pour être attentive à tous ceux qui pourraient à un moment ou à un autre de leur vie, pour différentes raisons, se trouver sur le bord du chemin et qu'il ne faut surtout pas laisser là et qu'il faut donc accompagner pour qu'ils se relancent et ensuite qu'ils puissent effectivement exploiter, exprimer tout ce que leur liberté va leur permettre de faire. Entendu. Alors, sur votre parcours politique, on sait que vous avez été élu en tant que premier adjoint de l'actuel maire Stéphanie Ducret. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette relation et surtout les raisons de votre départ ? Alors peut-être déjà la raison pour laquelle je m'étais engagé en 2014, puisque c'est finalement ça qui explique la suite. Je m'étais engagé à un moment où les informations dont nous disposions laissaient entendre que la ville dérivait sur certains sujets en termes de gestion et en termes d'organisation et en termes de projet. Ce qui peut s'entendre d'ailleurs parce que nous avions un maire qui était là depuis longtemps et qu'il y avait certainement une forme d'usure, une forme de... Voilà, il était temps que notre maire précédent passe la main. Il aurait sans doute dû le faire d'ailleurs de lui-même. Et donc, comme il ne l'avait pas fait, il m'avait semblé à ce moment-là qu'il fallait s'engager pour lui montrer au travers des élections qu'on devait passer à une autre époque pour la ville. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'avais rejoint Stéphanie Ducret à l'époque dans ce projet de redonner une dynamique à la ville. Alors, effectivement, nous avons à ce moment-là gagné les élections. Le problème, c'est que je me suis assez vite rendu compte que Stéphanie Ducret n'avait pas forcément cette vision-là. D'ailleurs, elle a eu de cesse pendant tout son mandat de répéter que le maire d'avant avait fait ceci, avait fait cela. Pour moi, c'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est regarder devant, c'est aller de l'avant. Et c'est pas du tout ça qui se passait. On a été confronté assez rapidement à une personnalité qui ne considère pas réellement l'échange et les avis contraires comme productifs et pouvant permettre d'arriver à des solutions meilleures. La discussion permet d'arriver à des solutions meilleures. À partir de ce moment-là, je n'avais pas ma place dans cette équipe et donc j'ai décidé de la quitter au bout de quelques mois, d'autant que du coup les tensions internes avec elle et avec d'autres devenaient un problème en soi, parce qu'on ne fonctionne pas bien, surtout que ce mandat prend beaucoup de temps, eh bien on ne donne pas de son énergie dans des conditions pareilles. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous associent encore aujourd'hui à Stéphanie Ducret, vous et notamment Véronique Fromentin, qui est dans votre liste aussi aujourd'hui ? Oui. Ce que je leur réponds, c'est que je pense ne plus rien avoir de commun avec Stéphanie Ducret aujourd'hui, et en particulier dans cette manière de fonctionner et de diriger la ville. C'est pour ça, d'ailleurs, encore une fois, c'est pour ça qu'on l'a quittée. Aujourd'hui, on doit passer à un fonctionnement beaucoup plus collaboratif, participatif. On ne peut pas considérer, même d'ailleurs dans le cadre du conseil municipal, que l'opposition, c'est une opposition stérile et qui ne sert à rien. L'opposition a un rôle. Il s'agit de l'entendre, il s'agit de travailler intelligemment avec elle. Donc j'ai été en opposition pendant 5 ans et donc je suis bien placé pour vous dire que j'ai absolument rien de commun, que ce soit sur les méthodes ou que ce soit sur le projet même d'ailleurs pour la ville, avec Stéphanie Ducret aujourd'hui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons monté cette liste. Si nous avons monté cette liste, c'est que nous considérons vraiment que nous avons des choses à dire aux Ouaskaliens et que ça n'a rien à voir ni avec ce que fait Stéphanie Ducret, ni avec ce que proposent d'ailleurs éventuellement d'autres listes par ailleurs. Le bilan de Stéphanie Ducret a été diffusé aux Ouaskaliens ces dernières semaines.
Quelle est votre réaction sur le bilan qui est fait? C'est difficile de répondre à cette question, ou alors il faut vraiment rentrer dans le détail, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le faire. Je pense que ma réaction principale, c'est beaucoup de communication pour pas grand-chose derrière. Hein. C'est-à-dire que on fait beaucoup de communication, on fait beaucoup de sensationnel autour de quelques événements qui sont pour moi soit tronqués, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire aussi devant une autre caméra, il faut dire la vérité aux gens, il ne faut pas passer son temps à leur raconter des choses qui ne sont pas réellement la réalité. Je pense notamment à la question autour des finances. Dire qu'elle a sauvé financièrement la ville, c'est totalement faux, absolument faux. Elle a géré correctement les finances, oui, mais elle n'a pas trouvé une situation catastrophique comme elle le dit, ça c'est pas vrai. La situation financière était préoccupante, comme l'a dit, remarqué, noté, écrit le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2011. Ce rapport parlait des années de 2006 à 2009. Donc entre 2009 et 2014, vous imaginez bien qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Si en 2009, la situation de la ville avait été au bord de la cessation de paiement ou de la mise sous tutelle, comme elle le dit, eh bien ça aurait été fait en 2010 ou 2011. Et si ça n'a pas été fait dans ces années-là, c'est que la municipalité de l'époque, et notamment M. Montagu, qui était à l'époque donc adjoint aux finances, eh bien, a fait ce qu'il fallait pour effectivement corriger un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites effectivement dans ces années-là. Et donc la situation de 2014 n'était pas du tout celle que Mme Ducret veut nous faire croire. Et ça, il faut vraiment le répéter aux Ouaskaliens. Ça va devenir une espèce de mythe, cette histoire de mise sous tutelle. Il n'en a d'abord jamais été question. J'ai été donc avec elle pendant 1 an adjoint au maire. Il n'a jamais été question de mise sous tutelle. C'est totalement faux. Ça, c'est... Encore une fois, le rapport de la Chambre des comptes disait que c'était préoccupant. Donc, préoccupant, ça veut dire préoccupant. Ça ne veut pas dire qu'on est à la limite de la mise sous tutelle. Et encore une fois, entre 2011 et 2014, il y a eu un certain nombre de choses de faites, de rectifications de faites. En plus, Mme Ducret le sait très bien, puisque nous avions des réunions en 2013 avec M. Montagu, au cours desquelles on a échangé. Lui était donc adjoint aux finances et nous, enfin elle en tout cas dans l'opposition. On a eu un certain nombre d'échanges avec lui. Il n'a jamais été question de mise sous tutelle. Oui, il y avait des choses à rectifier, il y avait certainement des mesures financières à prendre, bien entendu, mais ils les ont prises. Et d'ailleurs, à tel point que, quand elle est arrivée en 2014, Mme Ducret n'a pas du tout modifié le budget qui avait été pourtant voté par la majorité d'avant. Elle n'a pas changé ce budget. Elle l'a donc mené jusqu'à la fin d'année. Et si la situation avait été si difficile, elle n'aurait jamais pu prendre les mesures qu'elle a prises par la suite, notamment de baisser certains taux d'impôts locaux. Voilà, si la situation avait été aussi catastrophique, ça n'aurait jamais été possible. Donc voilà, ça c'est vraiment totalement du mythe. Donc on est beaucoup dans la communication. J'aurais bien aimé que d'autres choses soient faites au cours de ce mandat et qu'elles n'ont pas été. Charge à nous maintenant de le mettre en œuvre dans le mandat suivant. Concernant votre liste, quels sont selon vous vos points forts et ceux qui vous différencient des autres listes? Alors je pense que ce qui nous différencie principalement, c'est la volonté d'avoir une vision commune de ce que nous voulons que la ville devienne. C'est avant tout ça, les personnes qui nous ont rejoints sur la base d'une vision de la ville, d'un mode de fonctionnement, de changement que nous voulons amener à cette ville. Et donc, ce qui nous différencie, je pense, c'est d'avoir cette vision commune. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que nous avons cherché à faire venir des gens avant tout en fonction, donc, d'une part de leur volonté de participer à ce projet, à cette vision commune, et d'apporter chacun des compétences, des expériences qui soient complémentaires et qui permettent effectivement de mener ce projet. C'est avant tout ce qui nous a conduit et qui nous a menés dans la composition de cette liste. Et d'ailleurs, je l'avais dit précédemment, jusqu'au dernier moment, nous resterons ouverts à des compétences ou à des expériences qui pourraient apporter dans le cadre de cette vision que nous avons de la ville. C'est avant tout ça qui nous différencie, je pense, des autres. Nous ne sommes pas dans des calculs politiques de savoir comment on fait une composition habile pour attirer tel ou tel électorat. Ça nous intéresse pas du tout. Nous aurons une vision que nous proposerons aux Ouaskaliens. Les Ouaskaliens choisiront.
En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus sur votre programme. Nous allons donc passer à la deuxième partie de l'émission qui s'intitule Face au programme. Alors Bruno, Madeleine, pouvez-vous déjà nous dire comment avez-vous travaillé sur la construction du programme d'Abord Wascal et comment avez-vous fait le choix dans les différentes idées qui sont décrites dans votre programme? Alors, comment nous avons travaillé? Eh bien, depuis quelques mois où nous réfléchissons effectivement à ce projet et à la composition et à la mise en œuvre de cette équipe, de ce groupe, très vite, nous avons créé un certain nombre d'ateliers participatifs avec un certain nombre de Wascaliens intéressés par ces sujets et que nous avons donc fait travailler depuis donc plusieurs mois. Donc ça, c'est la première manière dont nous avons préparé les idées. De ces ateliers, évidemment, ont émergé un certain nombre d'idées. Je dirais même presque un foisonnement d'idées, parce que la question a plutôt été de faire le choix entre les idées plutôt que de chercher les idées. Donc, première idée, première manière de faire, c'est effectivement faire travailler des personnes intéressées sur les sujets pour leur faire émerger un certain nombre d'idées. Ensuite, nous nous sommes confrontés à deux manières d'entrer en contact avec les Wascaliens. D'une part, au travers du porte-à-porte, nous avons sonné à de nombreuses portes chez les Wascaliens et notre objectif était à chaque fois de leur proposer un certain nombre d'idées pour voir comment ça résonnait pour eux et de les interroger aussi. Quand je sonne à une porte et que les personnes me font le plaisir d'ouvrir et de nous rencontrer, je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous attendez de la future municipalité? Qu'est-ce que vous voudriez pour Wascal et pour vous? Et donc voilà, donc il y a eu une confrontation entre les personnes que nous avons rencontrées et les idées qui sont émergées de nos équipes. Et puis nous avons organisé un certain nombre de petites réunions de quartier. Donc nous proposions à des personnes de réunir leurs voisins, les personnes qu'ils connaissent. Et nous avons fait la même chose, nous les avons rencontrés et nous leur avons demandé, pour votre ville, vous voudriez quoi? Et nous leur avons partagé notre vision. Et c'est de cette manière-là que nous avons pu enrichir les idées issues des ateliers participatifs que nous avions créés au départ. Alors ensuite, vous me posez la question de savoir comment on a choisi. Eh bien, on a choisi les idées qui nous paraissaient les plus utiles et les plus cohérentes par rapport à notre vision globale de Wascal. Et cette vision, si je peux la résumer en une phrase là pour l'instant, puisqu'on va rentrer après dans le détail des différents sujets, eh bien c'est, et d'ailleurs ça a été notre thème qu'on a affiché sur nos affiches et nos tracts, ça a été de redonner de la vie à notre ville. Et redonner de la vie pour nous, ça veut dire en particulier retisser les liens qui quelquefois se sont un peu distendus. Alors les liens entre les personnes dans un même quartier. Nous constatons, comme beaucoup, que les personnes, chacune, ont un peu tendance à se replier un petit peu sur elles-mêmes. C'est une tendance qu'on rencontre dans notre société. Eh bien, nous allons chercher à les réouvrir les uns vers les autres dans les quartiers, entre les associations et la ville, entre les associations et les entreprises. Voilà, recréer du lien entre toutes ces personnes présentes sur le territoire de Wascal, de manière à ce que, justement, de ces liens qu'on va recréer, renaissent un certain nombre de nouveaux projets, une nouvelle dynamique pour la ville. Alors, le programme d'abord Wascal se décline en 6 thématiques, parmi lesquelles on retrouve l'urbanisme et le développement durable, la vie économique et sociale, les associations, l'éducation, la citoyenneté et la sécurité, et enfin la gestion municipale de manière collaborative. Tout un programme. Commençons par le premier point, à savoir l'urbanisme. On sait qu'il existe à Wascal des problèmes de circulation et de stationnement, notamment dus aux nouvelles constructions sorties de terre ces dernières années. Des sujets préoccupants dans le quotidien et sur la qualité de vie des Wascaliens qui demandent des vraies réponses. Pouvez-vous déjà nous donner votre avis sur le sujet, puis nous donner les grands axes de votre programme sur cette thématique d'urbanisme liée avec le développement durable? Alors, effectivement, c'est un ensemble de questions complexes parce qu'il y a des interactions et
est complexe aussi parce qu'il y a plusieurs sujets en fait qu'il faut aborder ensemble. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que la raison pour laquelle on est confronté aux problèmes dont vous venez de parler, et qui sont liés notamment à des projets immobiliers nouveaux qui sont sortis de terre, eh bien, la raison pour laquelle on a ce problème aujourd'hui, c'est que ces questions de projets immobiliers qui sont sortis de terre n'ont jamais été réfléchis dans un cadre global pour la ville. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont nés comme ça à certains endroits parce qu'il y avait des terrains disponibles ou parce qu'il y avait des immeubles comme au pavé de Lille par exemple qui devaient être refaits. Eh bien, on n'a absolument pas réfléchi au niveau global. La municipalité n'a jamais eu une réflexion globale sur l'urbanisme et sur l'orientation, la direction vers laquelle la ville voulait aller en termes d'urbanisme. L'équilibre est extrêmement important en urbanisme et il n'y avait pas de réflexion, donc il ne peut pas y avoir d'équilibre. Notamment, on n'a pas, par exemple, aujourd'hui de charte d'urbanisme, ce qui est indispensable pour pouvoir indiquer justement aux promoteurs qui veulent monter un projet, ou aux particuliers d'ailleurs qui veulent créer un projet, de savoir dans quel sens la ville veut aller. Alors, nous pensons qu'une charte est faite pour ça et que la direction dans laquelle nous voulons aller, c'est une direction, avant tout, pour les Ouaskaliens. Les projets urbanistiques, les projets immobiliers doivent être avant tout pensés pour les Ouaskaliens. Ces projets vont permettre d'accueillir des nouvelles familles, des nouvelles personnes de l'extérieur, mais avant tout, la question, c'est les Ouaskaliens, ils ont besoin de quoi ? Et donc, dans cette charte, il y a une question autour de type d'immeuble, de taille d'immeuble, etc. Mais surtout, il y a une question autour de quoi ont besoin les Ouaskaliens, et notamment, j'ai en tête par rapport à ça, la question de ce qu'on va pouvoir appeler le parcours d'une famille, par exemple. Il faut que nous ayons à Ouaskal l'environnement urbanistique, mais pas que. Tout le reste autour doit être lié, donc les écoles, les accueils des jeunes enfants, les crèches, etc. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut penser pour que une personne comme vous, qui êtes né à Ouaskal, par exemple, eh bien, vous puissiez trouver dans un premier temps un logement comme étudiant, puis que vous puissiez ensuite trouver un logement si vous voulez créer une famille, que quand cette famille s'est grandie, eh bien, vous pouvez trouver un logement plus grand, et que vous trouviez non seulement un logement plus grand, mais l'environnement qui vous permette de vivre, de travailler, et que vos enfants puissent trouver, si vous souhaitez avoir des enfants, puissent trouver également tout ce qu'il leur faut pour pouvoir également eux-mêmes s'épanouir, comme vous-même vous l'avez pu le faire depuis que vous êtes tout petit et que vous êtes né à Ouaskal. Donc voilà, ça c'est la première idée, c'est qu'il faut avoir une vision générale et que cette vision générale doit se trouver cadrée dans le cadre d'une charte. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, du coup, on a tout un tas de questions à se poser et de problèmes à résoudre. Alors, je ne vais pas tous les passer en revue parce que chacun doit trouver des solutions, mais évidemment, le cadre de vie, ça se traduit par la propreté, ça se traduit par évidemment le stationnement, en particulier en centre-ville. Enfin, ça se traduit par tout un tas de questions qui aujourd'hui, effectivement, alors suivant les quartiers, posent plus ou moins de problèmes. La circulation, la possibilité ou pas de se coordonner. Alors après, il y a une autre question, il y a la question des déplacements, qui est très importante à Ouaskal, puisque c'est une ville qui est au cœur de la métropole, qui est traversée par un certain nombre d'axes, et également une ville dans laquelle énormément de gens viennent travailler, puisqu'on a presque autant d'emplois à Ouaskal que d'habitants. Donc on a énormément de flux tous les jours à gérer. Eh bien, là aussi, ces flux, il faut les gérer avec une vision. Et notamment, cette vision, elle doit permettre notamment, et surtout aujourd'hui encore plus qu'avant, de connecter les différents modes de transport les uns avec les autres, ce qui aujourd'hui est très mal fait à Ouaskal. Nous avons la chance d'avoir des stations de métro, c'est une chance exceptionnelle. Il faut coordonner ces stations de métro avec les autres modes de circulation et de transport collectif. Il faut les coordonner également avec les modes de transport individuels. Il faut que, on puisse, par exemple, venir d'un lieu A à un lieu B à Ouaskal avec sa voiture, puis ensuite passer sur un transport en commun pour aller travailler. On doit pouvoir aussi venir en vélo à la station de métro. Enfin bref, il y a toute une réflexion à mener sur la coordination et les connexions entre les différents modes de communication, qui est absolument essentiel et qu'il faut penser dans la durée, parce qu'en plus, je n'apprendrai à personne en disant que l'urbanisme,
ça engage sur 10 ans, 20 ans, voire plus. Une fois que quelque chose est construit, c'est impossible de le déconstruire ou très difficile. Donc, il faut vraiment que les choses se fassent avec une vision, progressivement, et que tout soit coordonné. C'est notre approche. Et pour pouvoir le faire de manière qui soit acceptée par tout le monde et qui soit cohérente, il faut le faire en impliquant les habitants. Ça, c'est vraiment aussi une dimension essentielle de notre vision des choses. À tous les niveaux, il faut que les habitants soient interrogés d'une part et que leur avis soit pris en compte. Et quand je parle des habitants, je ne parle pas simplement des habitants en tant qu'individus, je parle des habitants, je parle des entreprises, je parle des associations, enfin bref, toutes les parties prenantes doivent être écoutées, mises autour de la table pour mener des projets qui aient un sens et qui permettent de répondre à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le parcours des familles et l'interconnexion entre tous les modes de transport et de circulation. S'ajoute à ça aujourd'hui effectivement les questions autour du développement durable qui sont évidemment incontournables, qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les domaines de notre programme parce que les réponses à ces questions, elles sont partout. Et donc, il y a effectivement cette dimension qui doit être absolument prise en compte, qui est en plus attendue par de nombreux Ouaskaliens. Mais là aussi, ça ne se fait pas par application sans réfléchir, ça se fait en faisant travailler les gens ensemble, en les faisant réfléchir ensemble. Il y a des choses compliquées à Ouaskal. On a des rues relativement étroites. Faire cohabiter les voitures qui stationnent avec les voitures qui circulent, plus les vélos, plus les bus, c'est pas évident. Donc il faut mener une réflexion d'ensemble. Ça prendra un peu de temps, mais il faut le faire avec volontarisme, mais en prenant le temps. On va parler de la vie économique et sociale, vos thématiques que vous avez associées. Pourquoi avoir associé ces deux sujets ? Eh bien parce que je pense qu'ils sont liés. Ils sont liés parce que tout ça, c'est une dynamique qui doit concerner tout le monde et qui ne doit laisser personne sur le bord du chemin. La vie économique, c'est tout ce qui tourne autour de la création d'emplois, de la dynamique économique dans la ville. Donc je pense particulièrement à tout ce qui va concerner les Ouaskaliens, les commerces, les artisans. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'il faut faire fonctionner et qu'il faut dynamiser. Nous avons été confrontés, nous avons entendu des entreprises qui voulaient s'installer à Ouaskal qui n'ont pas pu le faire pour des questions locales, pour des questions de zone géographique. Eh bien, il faut que la ville soit partie prenante là-dedans, propose des solutions et des idées. Alors on n'a pas des réponses à tout, on n'aura pas des solutions pour tout, mais il faut déjà essayer d'y réfléchir. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi c'est lié au social ? Bien parce que le social est lié notamment quand même fortement au travail, d'une part. Donc il faut que... on peut parler du taux de chômage, même si je crois que vous avez prévu d'en parler ultérieurement. Mais, tout à fait, on va y venir. Ouais. Mais également sur la notion dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle de la ville, encore une fois, c'est de permettre l'exploitation, la dynamisation du corps social au travers de l'activité économique, et en même temps être attentif, la ville doit être attentive à ce que personne ne soit laissé sur le bord et à donner un coup de main, voire un peu plus, à ceux qui, à un moment ou à un autre, seraient en difficulté ou sont en difficulté. Je pense en particulier, par exemple, aux personnes en situation de handicap qui, à l'évidence, ont besoin que, parce que la ville n'a pas forcément été prévue pour leur permettre d'y circuler facilement, d'y trouver une activité facilement, eh bien, nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs, évidemment, aux personnes qui n'ont pas la chance de trouver facilement une activité professionnelle, de trouver facilement une formation. Et donc, tout ça, eh bien, on trouvera des solutions en faisant travailler eh bien, les services publics, Pôle emploi par exemple, les services de la ville, les entreprises, les associations, et notamment celles qui s'occupent particulièrement des aspects sociaux. On a des centres sociaux à Ouaskal qui marchent très très bien, mais à qui il faut permettre de se développer encore mieux. On en reparlera peut-être d'ailleurs. Vous parlez de chômage. Effectivement, il existe un taux de chômage assez élevé à Ouaskal en comparaison avec la métropole. Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce sujet, même si on sait que l'emploi, c'est une compétence de l'État, mais est-ce que vous avez des propositions à faire sur le sujet pour réduire le chômage à Ouaskal ? Et plus globalement, quel sera l'objectif principal sur cette thématique et les actions prioritaires que vous mènerez ? Alors déjà, vous soulignez effectivement c'est un rôle de l'État. Oui, c'est vrai, c'est un rôle de l'État, mais justement, la ville étant
la représentante de l'État au plus proche du terrain, eh bien, la ville doit prendre en main aussi ce problème, bien entendu. Nous avons effectivement un taux de personnes sans emploi qui ne répondent pas d'ailleurs tous aux caractéristiques de ce qu'on appelle le chômage par ailleurs, qui est un terme qui rentre dans un certain cadre. Nous avons un nombre de personnes sans emploi à Ouascal qui est très très élevé, beaucoup plus élevé non seulement que la moyenne de la métropole, mais même que la moyenne nationale. Et donc il faut absolument faire quelque chose. Alors effectivement, il y a les services de l'État qui ont un rôle, bien entendu. Il s'agit que la ville travaille avec eux, bien entendu. Mais la ville, par tous les réseaux dont elle dispose et tous les services dont elle dispose, déjà va permettre d'aider ces services de l'État à identifier les personnes ou les zones géographiques, d'ailleurs quelquefois, qui sont les plus en difficulté par rapport à cette question de l'emploi. Donc la ville doit absolument s'investir sur ce sujet-là. Pour moi, je ne comprends pas, même d'ailleurs qu'on en parle si peu, j'en ai jamais entendu parler quasiment au conseil municipal. Pour moi, c'est une aberration. C'est vraiment, enfin, si on ne s'occupe pas de l'emploi, je dirais à la limite, est-ce que c'est la peine de s'occuper du fleurissement ou de je ne sais quoi? Pour moi, il y a un problème de priorité. Donc, pour moi, c'est une priorité absolue. Il faut absolument réduire, voire si on peut supprimer. Alors, je rêve pas trop non plus, hein, mais en tout cas réduire très fortement le taux de personnes sans emploi. Il faudrait au moins le ramener à la moyenne nationale, ce qui déjà le diminuerait de 30 ou 40% de ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut prendre à bras-le-corps ce problème. Donc nous mettrons en place au niveau des équipes municipales un certain nombre de relais des services de l'État. J'ai notamment eu des relations avec les services de l'État et qui disent une chose qui m'a frappé, c'est que eh bien, eux peuvent s'occuper des gens qui viennent les voir. C'est-à-dire que Pôle emploi accueille des gens. Donc là, effectivement, Pôle emploi fait des choses pour les gens qui viennent les voir. Mais Pôle emploi ne peut rien faire pour les gens qui sont chez eux parce qu'ils ont perdu tout espoir de trouver un travail et qu'ils ne voient même pas comment il faut s'y prendre. Et donc la ville est capable, au travers de ses réseaux et de ses centres sociaux et de tous les moyens qu'elle a, d'identifier ces personnes et d'aller au-devant d'elles, déjà pour les rencontrer, voir ce qu'ils sont, qui ils sont et pourquoi ils sont dans cette situation-là et qu'est-ce qu'ils souhaitent pour pouvoir en sortir. Donc ça, c'est la première chose, prendre vraiment à bras-le-corps ce problème, faire travailler ensemble toutes les personnes qui sont donc les services de l'État, bien entendu, les services de la ville, j'ai parlé des centres sociaux, et toutes les associations notamment, qui sont en relation avec des personnes qui n'ont pas de travail. Donc ça, c'est la première chose, prendre ce problème à bras-le-corps et le mettre au centre de l'action d'un certain nombre de ces services et faire travailler tout le monde ensemble pour y arriver. Ça, c'est la première idée. Ensuite, la deuxième idée, c'est... on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que c'est lié à d'autres aspects, mais c'est de donner les moyens et favoriser la création d'entreprises, et en particulier la création d'entreprises commerciales et artisanales à Ouascal. Un de nos rêves, ce serait que la ville de Ouascal soit la ville dans la métropole de l'artisanat de savoir-faire, je dirais même presque peut-être de l'artisanat d'art. Nous avons de bons exemples aujourd'hui à Ouascal. Je pense en particulier à un jeune qui s'est installé comme cordonnier. Eh bien, nous rêverions que d'autres jeunes viennent à côté de lui dans d'autres métiers pour bien, déjà créer leur propre emploi et éventuellement ensuite pouvoir créer d'autres emplois. Donc nous allons mettre en place un certain nombre d'actions dans ce sens. Alors il y a des actions qui sont des actions au niveau des jeunes. Les jeunes doivent pouvoir rentrer dans ces activités-là. Pour pouvoir le faire, il leur faut deux choses. Il leur faut, les découvrir, les connaître, voilà, savoir que tel ou tel métier existe. Ensuite, trouver une formation pour l'apprendre, ce métier, si c'est un métier qui leur paraît correspondre à leur profil. Et donc, ensuite, pouvoir créer ou entrer, être recruté dans une entreprise qui fait cette activité-là. Donc, nous avons notamment rencontré un centre qui est tout près de chez nous, puisqu'il est à Villeneuve-d'Ascq, les Compagnons du Devoir et du Tour de France,
qui forme donc 250 jeunes à différents métiers. Nous avons eu la surprise de voir que malgré le fait qu'il soit à quelques encablures de Wascal à Villeneuve-d'Ascq, encore une fois, il y avait très peu de Wascaliens qui faisaient partie des formations, alors que, clairement, c'est alors c'est pas le seul, mais on a eu la chance d'être accueillis là-bas et de pouvoir le visiter. C'est un endroit où on peut apprendre justement ces métiers de l'artisanat, et notamment ces métiers de l'artisanat du savoir-faire, c'est-à-dire développer des compétences vraiment fortes dans des métiers, alors les métiers du bois, les métiers de l'électricité, enfin il y a plein de métiers qui sont présents là et qui pourraient permettre à des jeunes de trouver une formation d'une part et ensuite un métier. Donc il y a tout un travail à faire. Nous proposerons notamment aux écoles, nous proposerons au collège, puisque nous avons un collège à Wascal, de travailler avec la ville et avec les services concernés de l'État pour permettre justement, là encore, de créer une dynamique. Vous avez compris, je pense que nous voulons créer des liens pour créer une dynamique et pour ensuite permettre à des jeunes, ou à des moins jeunes d'ailleurs, de trouver une activité, de retrouver une activité pour certains. Autre sujet très important, et encore plus à Wascal, je veux bien entendu parler des associations. On sait qu'un bon nombre d'associations historiques ont été mises à mal ces dernières années. On pense notamment à la baisse des subventions, à la disparition des associations du Capro Sport Wascal ou à la Ferme des Hauts, et bien d'autres qui ont complètement disparu du paysage wascalien. Pour vous, Monsieur Madeleine, quel rôle doivent jouer ces associations à Wascal et quelles idées avez-vous pour répondre aux besoins de ces associations ? Effectivement, les associations ne peuvent pas ne pas être au centre de notre programme puisque les associations sont un des vecteurs principaux, à mon sens, de création de ce lien. Ce sont les associations qui créent du lien entre des personnes qui ont un projet ou une motivation particulière pour faire un sport, pour faire une activité culturelle, pour faire une activité manuelle. Il y a effectivement une grande diversité d'associations à Wascal. Donc bien entendu, elles seront au centre de notre projet. Elles seront encore plus au centre de notre projet dès lors que dans leur projet à elles, ces associations, dans le projet de l'association elle-même, elles auront justement la volonté de créer du lien et ou, en plus, alors il y a aussi des associations qui aident les personnes en difficulté, donc évidemment celles-là auront toute notre attention. Et il y a également des associations qui ont dans leur projet une volonté de participer à la formation des jeunes. Je parle notamment au sport en particulier, je pense au sport en particulier. Le sport est un vecteur très important pour apprendre à des jeunes, à des enfants, à être avec d'autres, à être en relation avec d'autres. Le sport, ça apprend les règles, ça apprend le respect des arbitres, par exemple, le respect de l'adversaire, quand on est dans un sport où il y a un adversaire. Le respect également d'une certaine forme de savoir vivre, donc un complément à l'éducation que les enfants reçoivent dans leur famille, qui évidemment doivent être associés. Donc ça, c'est la première chose au niveau des associations. Alors vous citiez deux exemples qui pour moi sont quasiment à la limite de la caricature, d'ailleurs tellement ça nous a choqués de voir de quelle manière une association comme effectivement la Ferme des Hauts dans un premier temps au début du mandat et le Capro Sport dans un deuxième temps ont totalement disparu, parce qu'en fait elles ont été soit absorbées, soit carrément disparues, alors que ces deux associations avaient toutes les deux un rôle social et de lien et de relation absolument fondamental. Donc si nous pouvons, c'est des associations, donc ça repose sur la volonté d'un certain nombre de gens de faire ou de ne pas faire, eh bien nous essaierons de favoriser le retour d'une activité associative de football au Capro, dans la mesure où des gens voudront le faire, eh bien nous les soutiendrons et nous les aiderons, parce que effectivement ce club de football du Capro, qui était un club historique, avait un rôle considérable dans le quartier, ne serait-ce que pour des raisons de proximité. Aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent jouer au foot, eh bien, il y en a beaucoup, c'est plus près pour eux d'aller dans d'autres villes voisines que de venir au centre-ville de Wascal. Donc c'est quand même regrettable que des parents soient obligés d'aller à l'extérieur de la ville.
En plus, je ne parle pas du fait que par ailleurs, cette association de foot actuelle de Ouascal a vu ses cotisations augmenter de manière très importante, ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes ne peuvent plus, pour des raisons financières, y adhérer. Et la ferme de Haut, bien la même chose. C'est une association. Donc, si nous arrivions à reprendre un projet associatif sur la ferme de Haut, ce serait évidemment un projet que nous soutiendrions. C'était un projet extrêmement ambitieux qui existait depuis des dizaines d'années, qui effectivement créait du lien entre des écoles, entre des associations qui venaient là pour mener un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, plus une ferme de démonstration ou un centre de promenade, mais ça n'a plus rien à voir, à mon sens, sur le mot ferme en dehors des locaux. Le bâtiment, oui, ressemble à une ferme, mais pour le reste, ça n'y ressemble pas du tout. On a quelques animaux, mais qui sont là juste, encore une fois, pour le plaisir des yeux, mais pas tellement pour des raisons pédagogiques. Donc si nous pouvions redonner à la ferme de Haut un rôle pédagogique, eh bien, ce serait avec plaisir que nous pourrions le faire, et comme avec toutes les autres associations de Ouascal, sachant que, bien entendu, ce que je vois venir éventuellement certains des opposants, ça serait dans un cadre financier maîtrisé, raisonnable, parce que, par contre, il est nécessaire, je pense en particulier aux associations sportives, d'avoir une vision aussi de territoire, c'est-à-dire d'imaginer les choses en relation avec les autres villes alentours. Il n'est pas question, de notre point de vue, de financer des activités sportives en concurrence avec la ville voisine, parce qu'à un moment donné, ça devient un peu un gaspillage d'argent. Nous préférons que les subventions soient mises à disposition d'associations qui ont un projet pour les Ouascaliens, notamment pour les jeunes et les enfants de Ouascal. Donc voilà, il ne s'agit pas de revenir à un passé où beaucoup d'argent a été mis sur certains sports. La compétition, forcément, des gens ont envie d'en faire, donc on n'a pas du tout l'intention de les en empêcher, mais ça ne doit pas être une priorité. Nous pensons que le sport, c'est surtout pour nous un vecteur de lien, de relation, et pour les jeunes, d'éducation. Alors, parlons maintenant des enfants et des jeunes. Ouascal, plus qu'ailleurs, on sait qu'il est difficile pour un jeune ouascalien de rentrer dans la vie active. Durant de nombreuses années, je le disais aussi en début d'interview que j'ai grandi à Ouascal, et c'est vrai que les réponses apportées par la municipalité ne répondent plus aux besoins de cette jeunesse qui se sent aujourd'hui abandonnée et délaissée, une jeunesse qui n'a aucun espace pour se réunir, pour monter des projets, pour étudier. Quelle réponse avez-vous à apporter à cette population, et quels sont vos projets pour la jeunesse ouascalienne en manque de repères? Bien écoutez, il y aura énormément de choses à dire là-dessus, évidemment, et vous verrez dans notre programme, c'est un sujet effectivement sur lequel nous avons beaucoup de projets. J'ai d'ailleurs déjà abordé certains au travers des autres questions dont nous avons parlé. Donc je vais surtout vous parler d'un projet qu'on n'a pas évoqué encore ensemble et qui nous paraît être au centre de cette politique que nous voulons avoir vis-à-vis des jeunes en particulier, sachant que pour nous, un jeune, c'est quelqu'un qui n'est plus un enfant, donc on va dire qui est au collège et qui peut être quelqu'un qui va jusqu'à des étudiants ou des jeunes professionnels. Donc un jeune, c'est d'une tranche d'âge assez large, qui effectivement aujourd'hui a tendance à ne pas être forcément considéré comme tel en tout cas. Et donc nous avons beaucoup réfléchi à ce sujet avec une partie de l'équipe qui est particulièrement sensible à ce sujet, et nous avons comme projet de créer ce que nous avons appelé dans notre programme la maison des Ouascaliens. Alors la maison des Ouascaliens, ça correspond à ce que par ailleurs l'État a essayé de lancer une initiative au niveau national sur la création de ce qu'on appelle un tiers-lieu. Alors c'est une expression qui n'est pas encore très connue. Moi-même, il y a quelques mois, je n'avais pas forcément une idée très claire sur la chose. Et d'ailleurs, en fait, il y a presque autant de types de tiers-lieux que de tiers-lieux. Mais l'idée quand même, c'est d'abord c'est un lieu, donc c'est un bâtiment en l'occurrence, dans lequel on va trouver un certain nombre d'activités, de possibilités, de moyens disponibles, et
l'occasion de rencontrer, de croiser un certain nombre de gens. Donc c'est quelque chose qui est à la fois un peu ce que par ailleurs on peut trouver, c'est-à-dire un lieu de coworking, c'est-à-dire un endroit où on va trouver notamment des postes informatiques, on va trouver un certain nombre d'outils, on a l'idée de trouver des idées, des moyens de vidéo, puisqu'on a quand même aussi quelque part l'idée finalement de relayer le projet qu'avait ICAPI il y a quelques années et qu'aujourd'hui vous continuez à faire vivre au travers de notre rencontre aujourd'hui, qui serait une web TV pour Wascal, qui serait dans notre idéal géré par une association de jeunes pour effectivement relier les informations de ce qui se passe à Wascal par exemple. Donc on trouverait ça dans ce tiers-lieu, on trouverait donc des possibilités pour des personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui travaillent chez eux, de pouvoir rencontrer d'autres, soit auto-entrepreneurs, soit qui travaillent chez eux, donc de pouvoir venir partager des expériences, partager des moyens, des outils. On parlait des jeunes, donc ce serait un lieu où les jeunes pourraient se retrouver déjà pour réfléchir ensemble, travailler. Des lycéens pourraient y venir travailler, faire leur devoir d'études, d'étudiants. Des étudiants, bien entendu, des lycéens. Bref, un lieu qui serait un lieu de rencontre, d'échange et de moyens disponibles. Nous imaginons aussi d'y mettre un lieu pour aider les jeunes à créer leur entreprise. Donc dans notre idée, il y a d'une part ce que par ailleurs on peut appeler un incubateur, c'est-à-dire un endroit où les jeunes pourraient trouver des conseils, pourraient trouver des moyens notamment techniques pour pouvoir développer leur projet d'entreprise. Et si ce projet prend corps et trouve son écho auprès des Wascaliens et des jeunes Wascaliens en particulier, nous mettrons en place également une enveloppe d'investissement qui permettrait à des jeunes de trouver les moyens d'initier, d'enclencher leur premier projet avant de pouvoir aller chercher d'autres financeurs au travers de personnes qui pourraient avoir envie de les aider financièrement parlant ou de les aider en termes de conseils, en termes d'aide, en termes de gestion, en termes de marketing, enfin bref, tout ce qu'un jeune qui veut par exemple créer une entreprise artisanale n'a pas forcément en tête et n'a pas forcément eu la capacité d'acquérir par lui-même. Donc voilà, un tiers-lieu avec un certain nombre d'activités. On pourrait aussi imaginer, puisque c'est un autre axe possible, on a un Ripper Café qui a démarré il y a quelques temps à Wascal, qui n'a pas de local et qui donc ne peut pas être permanent et en tout cas ne peut pas être aussi régulier qu'il voudrait l'être. On pourrait tout à fait accueillir peut-être ce Ripper Café dans ce tiers-lieu. Nous allons poursuivre sur le thème de sur la sécurité, si vous le voulez bien. Le quadrillage de la ville par les caméras de surveillance non connectées au centre de visionnage a fait couler beaucoup d'encre. On a vu beaucoup de choses circuler, notamment sur Internet. Quel est votre avis sur le sujet? Pensez-vous que ces caméras sont utiles? Et vous, quelle sera votre politique en matière de sécurité sur la ville de Wascal lorsque vous serez élu? Alors, ces caméras sont utiles, oui, sûrement. De toute manière, ce qui est certain, c'est qu'elles existent. Donc, il est hors de question, surtout vu le prix qu'elles ont coûté, il est hors de question de les arrêter ou de les enlever. Elles sont là. Il faut maintenant les utiliser. C'est plutôt ça la priorité. Et il faut les utiliser autant que possible, intelligemment d'une part, de manière efficace, et qui ne coûte pas une fortune. C'est pas évident d'arriver d'ailleurs à trouver une solution qui permette de remplir ces trois conditions. Et donc, nous, par rapport aux caméras, ce que nous proposerons, c'est aujourd'hui, effectivement, elles servent essentiellement à visionner après coup un certain nombre de faits ou de délits même d'ailleurs. Nous proposons effectivement que les zones géographiques les plus problématiques et les créneaux horaires problématiques soient identifiés en liaison avec la police municipale et nationale, puisque les deux aujourd'hui sont présents à Wascal et les deux sont intervenants sur les différents sujets en lien avec la sécurité. Donc nous proposons que, effectivement, on identifie donc les caméras qui sont sur les lieux particulièrement
délicats et les créneaux horaires qui sont concernés par ces éventuels problèmes. Et que nous ayons des agents municipaux de la police qui soient présents pour visionner ces caméras sur donc ces caméras identifiées et ces zones et ces plages horaires particulières. Nous aurions préféré que la priorité en termes de sécurité soit mise sur la police. La police qui doit être entendue, et c'est notre projet, comme avant tout un vecteur de proximité et de prévention. C'est-à-dire que nous voulons une police qui soit présente sur le terrain. Pour être présente sur le terrain, il faut qu'elle soit suffisamment nombreuse. Donc nous pensons qu'une vingtaine de policiers serait nécessaire pour pouvoir remplir cette condition. Il y a combien de policiers aujourd'hui ? Écoutez, alors aujourd'hui, si vous arrivez à le savoir, vous me le direz, parce que le chiffre bouge à chaque fois. Et je dois dire qu'à chaque conseil municipal, on en a parlé, on a posé la question, et à chaque fois, la réponse a été différente. Donc je ne m'avancerai pas trop sur le sujet, notamment parce que, en particulier, notre maire actuel a tendance à mélanger les policiers avec les ASVP et avec ses projets et la réalité. Donc, très franchement, j'ai un peu de mal à y voir clair. Mais nous pensons effectivement qu'il faudrait une vingtaine d'effectifs dans la police municipale pour être présents sur le terrain. Nous pensons aussi que cette présence sur le terrain doit se concrétiser sur l'organisation de cette police, c'est-à-dire que nous souhaitons que les policiers soient affectés sur un quartier, de manière à ce que eux-mêmes connaissent ce quartier, de manière à ce qu'ils soient connus dans ce quartier, qu'ils soient en contact dans les quartiers dont ils auront la charge, avec les commerçants présents, avec les professions libérales présentes et avec les personnes présentes. C'est-à-dire quand vous êtes géographiquement présent de manière régulière à un endroit, vous finissez par connaître les personnes. C'est assez simple. Et donc nous avons cette vision d'une police de proximité présente sur le terrain et qui va travailler donc sur la relation avec les gens avant tout, parce que c'est comme ça aussi qu'on identifiera les éventuels problèmes. Il peut y avoir des quartiers où il y a des difficultés. C'est par cette proximité qu'on pourra le faire. Et nous irons même plus loin d'ailleurs, puisque ça dépasse un peu le terme uniquement de sécurité, mais nous souhaitons que ce policier affecté dans un quartier fasse équipe avec une personne du CCAS, donc les services sociaux de la ville, et avec un élu. Donc nous aurons une forme de trinôme, c'est pas très joli comme terme, mais c'est quand même ça. Un policier, un agent du CCAS qui sera formé spécialement pour ça, et un élu qui seront donc en charge d'un quartier, de manière effectivement à appréhender l'ensemble des questions et éventuellement des problèmes qu'il peut y avoir dans ce quartier, en termes de sécurité, en termes de difficultés sociales, et donc avec un élu qui servira de relais vis-à-vis du conseil municipal et de l'équipe municipale pour trouver des solutions, apporter des idées et créer cette dynamique basée, encore une fois, toujours pareil, sur le lien avec les personnes dans les quartiers. Sur le sujet de la gestion communale, Stéphanie Ducré se vante d'avoir réparé la maison de Ouascal en réparant les écoles et en ayant sauvé Ouascal de la faillite. Première question, dit-elle la vérité? Et la seconde, c'est selon d'abord Ouascal, de quelle manière une ville doit être gérée? Donc la ville n'était pas en situation périlleuse, donc il n'y avait pas besoin de la sauver. Il y avait juste besoin de corriger un certain nombre d'erreurs passées et de ne pas les reproduire surtout au niveau de la gestion. Donc pas de commentaires supplémentaires. Vous avez compris, personnellement, je dirige aujourd'hui une petite entreprise. Précédemment, j'étais dans le monde de la finance et aujourd'hui j'enseigne la finance. Donc ce qui est les chiffres, voilà, ça me parle un petit peu. Et alors ce que je peux vous dire par contre par rapport à ça et de quelle manière nous souhaitons que la ville soit gérée, là les idées sont assez claires. La finance, donc les moyens financiers, ce sont des moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité, on ne fait pas une politique par rapport à la finance. La finance est au service d'une politique, c'est exactement l'inverse. Et donc il n'est pas question aujourd'hui de laisser dériver les finances de la ville, bien entendu. Nous avons un souci extrêmement rigoureux de l'argent que les Ouascaliens confient à la ville, à la municipalité. Donc là-dessus,
Nous poursuivrons une politique extrêmement rigoureuse et nous ferons attention à chaque euro dépensé par la ville. Ça, c'est absolument clair. Maintenant, on ne doit pas faire l'inverse. C'est-à-dire on ne doit pas fixer l'enveloppe et ensuite voir ce qu'on peut faire avec. La question, encore une fois, c'est quelle vision nous avons, quel projet nous avons. Je pense qu'on en a parlé largement depuis le début de cet échange. Comment nous voulons proposer aux Ouaskaliens de vivre ensemble, hein, quel projet ensemble de notre maison commune. La ville, c'est notre maison commune. Et donc, le budget sera défini à partir des projets. Alors, dans une enveloppe qui est limitée, hein, bien entendu, mais il s'agit de fixer les priorités, ensuite de prendre les décisions, donc ça veut dire des arbitrages. À certains moments, on ne pourra pas satisfaire tout le monde, on ne pourra pas faire tout en même temps, mais donc nous mettrons une priorité sur, encore une fois, les projets ou les moyens nécessaires pour remplir l'objectif que nous avons, de retisser du lien, de remettre de la dynamique à cette ville, de lui redonner de la vie. Alors, on en sait un peu plus sur le programme de D'abord Ouaskal, que vous allez recevoir très prochainement dans votre boîte aux lettres, ou que vous avez peut-être déjà reçu. Vous avez également la possibilité de le consulter, ce programme, sur Internet, le site Internet de D'abord Ouaskal, ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, avant de terminer, Bruno Madeleine, nous allons passer à la toute dernière séquence qui s'appelle Face Caméra. Donc, je vous propose de vous adresser à cette caméra qui se trouve derrière moi et face à vous. Et vous avez encore quelques secondes pour terminer de convaincre les Ouaskaliens de voter pour la liste D'abord Ouaskal. Oui, merci. Bien écoutez, en quelques secondes, nous pensons que le choix que les Ouaskaliens vont avoir à faire le 15 et le 22 mars, c'est véritablement un choix de société. Quelle société voulons-nous faire ensemble ? Quelle vision avons-nous de ce que Ouaskal doit être demain ? Et j'ai eu l'occasion, donc, dans ces quelques minutes précédentes, d'évoquer différents sujets. C'est vraiment ce qui est au cœur de notre projet. Il ne s'agit pas de vendre un programme au poids ou au nombre de propositions. Pour nous, ça n'a pas de sens. Notre programme est constitué essentiellement des idées et des projets que nous souhaitons mettre en œuvre très rapidement. Évidemment, ensuite, d'autres projets prendront la suite. Il y a notamment des sujets structurants qui prennent du temps, dont j'ai dit précédemment qu'il fallait les faire en liaison, et les mettre en œuvre et les construire en liaison avec les Ouaskaliens. Donc ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes. Il faudra effectivement présenter un projet, le partager, l'enrichir et ensuite le mettre en œuvre. C'est ce qui se fera dans un deuxième temps, au bout de quelques mois. Je pense en particulier au centre-ville. Nous avons effectivement un objectif important de dynamiser notre centre-ville et qui devienne un peu la locomotive de toute la ville au travers de ses commerçants, au travers de ses artisans, au travers du tiers-lieu dont nous avons parlé, la maison des Ouaskaliens. Voilà, ça n'est pas instantané que l'on pourra le faire. Et je voudrais revenir également sur l'esprit dans lequel nous voulons le faire. J'ai eu l'occasion de répondre il y a quelques jours à Slimane sur une question autour de ce lien que nous voulons créer. Pourquoi nous voulons créer ce lien ? Nous avons une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité, on en parle très peu. Peut-être même d'ailleurs certains d'entre nous ne l'ont même plus remarqué, ne le remarquent plus. Eh bien nous, la fraternité, ça a un sens. C'est-à-dire que chaque habitant est un peu le frère ou la sœur de ses voisins et doit faire un certain nombre de choses ensemble dans cet esprit-là. Nous avons par exemple le souhait, l'intention que une organisation qui existe aujourd'hui au Ouaskal, qui s'appelle les voisins vigilants. Alors c'est déjà très bien d'être vigilant, effectivement, parce que ça veut dire que déjà chacun va faire un peu attention à ce qui se passe autour, à ses voisins. Eh bien nous souhaiterions que ces voisins vigilants deviennent des voisins bienveillants. C'est-à-dire non seulement être attentifs, mais en plus être plus qu'attentifs, de regarder ce qui se passe dans leur quartier, autour d'eux, de faire attention aux personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont seules, des personnes qui peuvent être malades, bref, toutes ces personnes qui ont besoin des autres
pour pouvoir vivre à Ouascal, pour pouvoir y vivre bien. Et c'est comme ça que nous voulons que cette ville vive ensemble et devienne vraiment une nouvelle dynamique pour l'avenir de notre ville et pour nos enfants. Merci en tout cas de m'avoir donné l'occasion d'expliquer tout cela. Merci à vous. C'est sur ces belles paroles que l'émission Face aux candidats se termine. Merci Bruno Madeleine d'avoir répondu à nos questions que beaucoup Ouascaliens se posent aujourd'hui. Bonne chance à l'équipe de Navarre Ouascal pour ces prochaines élections. Merci beaucoup.